Vecna, c'est le monstre qui a changé Stranger Things à jamais. Avant lui, on avait juste un Démogorgon, un Mind Flayer, des portails et Eleven qui saignent du nez. Depuis lui, on sait qu'il y a un enfant derrière le monstre, un 001 derrière les expériences et un être qui est à l'origine de bien des mystères. Et avec la saison 5 de Stranger Things, ça devient encore plus évident. Si tu ne comprends pas Vecna, eh bien tu ne comprends pas Stranger Things. Sauf qu'il y a un problème. Plus on avance et plus Vecna devient incompréhensible si tu n'as pas toutes les pièces du puzzle. Entre l'Upside Down, le Mind Flayer, Will Byers, les 12 enfants capturés, son vrai plan pour remodeler le monde et la possibilité que le vrai Henry Creel soit encore présent dans sa tête, la série te balance les infos mais ne te révèle pas tous les secrets. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo nous allons reprendre toute l'histoire d'Henry Creel, de One et de Vecna. Enfin t'as compris, c'est la même personne. On va voir comment il est vraiment né, ce que la série Stranger Things n'a jamais vraiment montré à l'écran, d'où viennent ses pouvoirs et ses différentes formes, pourquoi Will a été choisi, ce que se cache son dragon dans l'Upside Down et comment il pourrait tomber, voire laisser une dernière chance au Henry Creel d'origine de se racheter. Si tu es paumé par rapport à Vecna ou si tu vas avoir une clé de compréhension pour résoudre tous les problèmes liés à Vecna et à l'Upside Down, tu es au bon endroit et reste bien jusqu'au bout car tout est lié. Et la moindre info que je vais te balancer va pouvoir changer toute ta vision sur la série Stranger Things. J'espère donc que tu es bien accroché car on est parti pour l'univers de l'Upside Down. Let's go! Bien arrivé dans l'Upside Down, Démogorgon, poussière, tout est là, on est parti. Le dernier méchant de Stranger Things. Ce qui est fou avec Vecna, c'est qu'on le rencontre officiellement bien très tard dans la série. Pendant 3 saisons complètes, on combat le Démogorgon, le Mind Flayer et les autres monstres de l'Upside Down. Et c'est seulement dans la saison 4 qu'on tombe sur celui qui va devenir la figure emblématique de Stranger Things, Henry Creel, alias One, alias Vecna. Et sa première apparition à l'écran, autant dire qu'elle est déjà légendaire. On suit ce nouveau perso qui s'appelle Chrissy, qui commence à avoir des hallucinations, et au bout d'un moment, on a ce plan ultra malaisant d'elle dans les toilettes, où tu vois les pieds de Vecna apparaître. Pendant que Chrissy, quant à elle, se cache et a peur que la créature rentre dans les toilettes finalement. Et là, rien qu'avec les pieds, tu comprends directement qu'on n'est pas sur le même type de menace. T'es mal à la tête des pieds, s'il te plaît. Puis bien sûr, il y a l'ambiance qui est mise en place qui permet de se dire on est vraiment pas bien. Et puis un peu après arrive la scène du mobil-home chez le légendaire Eddie Munson. Je vous passe les détails, mais Chrissy lévite, ses os se brisent un par un, sa mâchoire se déboîte, ses yeux explosent, c'est atroce, graphique, et ça restera à jamais gravé dans le cerveau de tous les fans de Stranger Things. Et à partir de là, Stranger Things bascule vraiment dans quelque chose de beaucoup plus horrifique. Et c'est donc comme ça que la série décide de nous présenter officiellement Vecna. Pas juste en mode un monstre qui grogne, mais on est face à un tueur méthodique qui choisit sa victime, la torture psychologiquement, puis l'achève avec une mise en scène ultra marquante en s'attaquant directement à l'esprit de sa victime. Et très vite, lors de cette saison, la série nous le vend comme le maître de l'Upside Down, celui qui serait indirectement lié aux expériences sur Eleven, qui serait derrière son premier contact avec l'Upside Down, et qui aurait même donc organisé l'enlèvement de Will Byers par le Démogorgon. Donc en gros, Stranger Things te dit, tu te souviens de tout ce qui s'est passé lors de la saison 1 de Stranger Things et tout ce qui s'est passé après? Eh bien tout ça c'était à cause de lui. Mais aussi ce qui rend son entrée aussi marquante, c'est ça, c'est qu'avant, le grand antagoniste c'était juste une entité sombre appelée le Mind Flayer. Un truc un peu abstrait, sans visage, sans voix, qui était du coup extrêmement effrayant car il n'avait pas de forme tangible. Et avec Vecna, on découvre enfin un ennemi qui a une conscience, parle, manipule et surtout est directement lié à Eleven, l'héroïne qu'on suit depuis le début de Stranger Things. Et tout ça grâce à une saison 4 qui redéfinit totalement les codes de la série du coup. L'ambiance devient plus sombre, plus violente, plus adulte, que ce soit dans les thèmes, la mise en scène ou tout simplement la construction du méchant. Et Vecna est donc alors introduit comme le méchant ultime de Stranger Things. Sauf que malgré toutes les révélations qu'on a eues sur lui au cours de la saison 4 et même de la saison 5, eh bien il y a une surprise on peut dire. Vecna n'est peut-être pas forcément celui qui tire toutes les ficelles depuis le début. Et ça, les créateurs de Stranger Things ont commencé à glisser un peu ces indications dans d'autres projets qu'ils ont dirigés. Et ces projets-là, la plupart des gens, et notamment toi peut-être qui regarde cette vidéo, ne les a jamais vus. Et nous donne des réponses alors sur qui est vraiment Henry Creel. Qui est vraiment Vecna alias Henry Creel alias One. Avant d'être Vecna, avant d'être One, Henry Creel c'était déjà quelqu'un qui était profondément tordu. Du moins c'est comme ça qu'on nous le présente de prime abord. Le gars ne déteste pas juste les gens, il déteste l'humanité entière. Dans sa tête, les humains, c'est une race de parasites corrompus, un type de nuisible unique si je puis dire. Il voit la société comme un truc artificiel, débile, qui nie la vraie nature, c'est-à-dire celle de la loi du plus fort, du prédateur, celui qui domine. Et le modèle absolu pour Henry Creel, ce sont les veuves noires. Il les considère d'une certaine manière comme les dieux du monde animal, qui ont cette capacité de
mettre de l'ordre et de l'équilibre dans un écosystème instable. Et Henry s'identifie à ces créatures, il se voit pareil, il se voit comme un prédateur avec des pouvoirs supérieurs et donc qui est forcément au-dessus des autres. Mais ce qui est encore plus flippant avec ce personnage, c'est que Henry Creel, il a des souvenirs qu'on peut dire cassés finalement. Car parfois, il raconte son passé d'une façon, et par d'autres, il le raconte d'une autre manière. Il se contredit, oublie des morceaux. Bref, c'est un narrateur pas fiable du tout. Pas comme moi, évidemment. Et donc tout ce qu'il dit à Eleven lors de la saison 4, lors de sa confrontation, eh bien tu ne peux pas le prendre comme une vérité absolue. Et tu vas voir où je veux t'emmener avec ça juste après, t'inquiète pas. Henry est aussi considéré comme un personnage ultra manipulateur. Au labo Dawkins, il joue le rôle du gentil auprès d'Eleven. Il prend le rôle du grand frère compréhensif. Tout ça juste pour la pousser à lui faire confiance et qu'elle puisse lui enlever le dispositif qui l'empêche de s'échapper du laboratoire, même s'il aurait aimé profondément qu'elle se joigne à lui, car il considère que c'est les mêmes. Et pourtant, même cette personnalité ultra toxique, eh bien ce n'était pas du tout celle qu'il avait avant d'arriver à Hawkins. L'enfance d'Henry Creel, Stranger Things, The First Shadow. Et donc là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on commence à rajouter ce qui est raconté dans la pièce de théâtre Stranger Things, The First Shadow. Parce qu'effectivement, cette pièce de théâtre est canon, elle fait partie de l'histoire globale de Stranger Things, et elle raconte les origines véritables d'Henry Creel, des choses qu'on n'a même pas vues dans la série. Elle est donc très importante car elle contredit ce que Henry Creel disait à Eleven par rapport à ses origines, dans la saison 4. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout te raconter. À la base, Henry Creel, il vient de l'état du Nevada. Il vit tranquille avec sa petite famille, et a priori à l'époque, il n'a aucun pouvoir. Sauf que lorsqu'il était encore tout petit, vers ses 8 ans a priori, il explore un réseau de grottes et il tombe sur du matériel scientifique planqué là, qui a été volé à l'Expérience Nevada. Et en gros, si tu ne connais pas l'Expérience Nevada, je vais t'expliquer ce que c'est. C'était un projet chelou du gouvernement qui avait pour but de recréer ce qui s'était passé avec le USS Eldridge, un bateau en 1943. C'est-à-dire qu'ils ont voulu à l'époque rendre un navire invisible, et d'une certaine manière ils ont réussi parce que le bateau n'était même plus dans leur dimension, il a été téléporté dans une autre dimension, appelée la dimension X, cette fameuse dimension qui précède l'Upside Down. Et la quasi-totalité de l'équipage s'est totalement fait déchiqueter par des démogorgons. Donc quand Henry se retrouve à proximité de cette fameuse machine qui a téléporté tout le monde, eh bien il se retrouve également téléporté dans la dimension X. Et juste pour revenir sur ce que je disais avant, il y a encore beaucoup de mystères sur la dimension X qui semble être également l'Upside Down, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc Henry Creel dans la dimension X se retrouve à découvrir pas mal de choses inédites pour lui, des créatures étranges, un environnement totalement inédit et surtout une entité faite de particules sombres qui s'insufflent en lui. Henry reste coincé là-bas pendant environ 12 heures et se retrouve à nouveau téléporté dans l'état du Nevada. Sauf qu'il revient changé à jamais. Son sang a changé, sa personnalité aussi, et surtout il commence à développer des pouvoirs psychokinétiques. Sauf qu'il y a un piège évidemment. Ces pouvoirs ne viennent pas de nulle part. Ils viennent de l'influence de cette entité sombre qui lui a insufflé ces fameuses particules, cette fameuse entité qu'on nommera bien des années plus tard le Mind Flayer. Cette fameuse créature qui a hanté Hawkins au cours de la saison 2 et de la saison 3 de Stranger Things. Henry Creel n'est donc pas né spécial avec des pouvoirs, il a été changé par son contact avec l'Upside Down. Et c'est là qu'on tombe sur le détail le plus important de tout ce que je vous raconte, c'est que Henry Creel ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé dans cette grotte. Dans la série, il raconte qu'il a rencontré l'Upside Down et le Mind Flayer des années après cet événement, donc lors de son bannissement par Eleven, et donc ça ne colle pas du tout avec ce que nous montre Stranger Things The First Shadow. Du coup, la théorie la plus logique, c'est que son cerveau a décidé d'effacer ses souvenirs traumatiques, comme ce qui était arrivé à Eleven et bien par rapport au massacre du laboratoire Dawkins, ou peut-être que c'est autre chose qui a effacé les souvenirs de notre bon Henry Creel. Mystère, on y vient encore une fois juste après. Et c'est donc à partir de ce retour d'Henry Creel dans le monde réel qu'on va assister à la transformation d'Henry Creel vers une toute autre chose. Henry Creel, le cobaye de papa, et la rencontre avec Eleven. Quelques temps plus tard, après cet incident, la famille Creel décide de déménager à Hawkins. Et cela en 1959, en mode nouveau départ, et on va essayer de changer un petit peu d'environnement pour que notre petit Henry Creel, après cet événement traumatique dont ils n'ont pas totalement conscience, puisse lui permettre d'aller beaucoup mieux. Sauf qu'il est quasiment déjà trop tard pour le petit Henry qui est déjà sous l'influence de ces particules sombres, qui modifient totalement sa manière de réfléchir, et qui le poussent à faire des choses horribles. Il a ses pouvoirs, il entend la petite voix du Mind Flayer qui se matérialise en prenant la forme de sa famille ou plus tard du Dr Brenner. Il commence alors à torturer psychologiquement sa famille, donc en passant par sa sœur, sa mère et son père, jusqu'à décider de tous les éliminer, parce que sa mère comptait le livrer directement à un docteur, le fameux Dr Brenner. Il finit alors par tuer sa sœur,
sa mère, et n'arrive pas à tuer son père, donc Victor Creel, car il a utilisé trop de capacité juste avant. Victor est accusé à sa place et est enfermé, tandis qu'Henry est récupéré par le petit docteur Martin Brenner, qui a décidé de s'intéresser à ce dernier quand, eh bien, juste avant que la petite maman se fasse tuer, elle avait contacté le petit docteur Brenner. Le docteur Brenner avait fait quelques expériences sur elle pour pouvoir faire ressortir, eh bien, les informations concernant son fils. Et qu'elle a entendu parler, eh bien, des morts de sa famille, il s'est dit, bon, bah, c'est bon, je vais pouvoir récupérer le petit Henry pour faire des expériences sur lui. Henry devient alors One, officiellement, le tout premier cobaye du labo Dawkins. Brenner en profite par ailleurs pour lui implanter un dispositif dans le cou, appelé Soteria, qui a pour fonctionnalité très sympathique de bloquer ses pouvoirs, de le localiser quel que soit l'endroit où il est, et donc de le transformer en véritable prisonnier vivant. À partir de là, Brenner va tenter de copier les pouvoirs d'Henry en prenant son sang et en l'insufflant, eh bien, chez les mères porteuses, ce qui donnera naissance à beaucoup d'autres numéros, allant du 2 jusqu'au 18, et en passant bien entendu par le 11, bien qu'il y ait bien d'autres numéros qui apparaissent également dans les comics et qui sont normalement, eh bien, dans l'histoire globale de Stranger Things, mais on n'est pas là pour parler de ça malheureusement. Même si je ne peux que vous recommander Stranger Things, eh bien, version comics de l'autre côté, où on voit le point de vue de notre bon petit Will Byers lorsqu'il se fait poursuivre par le Démogorgon dans l'Upside Down, et je le rappelle juste dans la saison 1, on ne le voit jamais, en fait, véritablement, ou quasiment pas, avoir des interactions avec le Démogorgon. Et là-dessus, bah, on suit vraiment toute son histoire. Donc, vraiment très cool. Je vous reco, scannez le QR code et ça aidera en plus la chaîne, donc vas-y fonce mon petit père, fonce. Bref, revenons à Henry, privé de ses pouvoirs, il devient un simple assistant, eh bien, pour papa. Et cela au sein du laboratoire Dawkins. Officiellement, il aide le personnel, mais officieusement, il se passe quelque chose d'autre dans sa tête. Il observe tout, il rumine, il attend le bon moment. Et quand Eleven arrive enfin, Henry la repère tout de suite. Elle se fait harceler par les autres enfants et isolée du reste du groupe. Traumatisée, et en finale, eh bien Henry se reconnaît en elle. Et il la manipule d'une certaine manière pour qu'elle fasse ce que lui-même n'est plus capable de faire, c'est-à-dire utiliser ses pouvoirs pour retirer Soteria, le dispositif qui est dans son cou, afin de le libérer de ses entraves. Nous sommes alors en 1979 et Eleven décide bel et bien d'aider One et lui retire le dispositif. Et là, le constat est immédiat. Henry récupère tous ses pouvoirs, massacre le laboratoire en tuant toutes les personnes qui y travaillaient quasiment et presque tous les autres numéros. Et Henry révèle enfin sa véritable personnalité auprès d'Eleven. Il essaie ensuite de la tuer à son tour, après avoir demandé à cette dernière de le rejoindre. Elle tient bon, se connecte à ses souvenirs d'amour et de joie, et finit par le défoncer mentalement et l'envoyer dans une autre dimension, le futur Upside Down. C'est à ce moment-là qu'on marque véritablement la fin d'Henry Creel / si je puis dire, One, et qu'entre en scène le bon Vecna. La naissance de Vecna. Parce que oui, quand Eleven le balance de l'autre côté, Henry ne tombe pas juste dans l'Upside Down qu'on connaît. Il traverse ce qu'on appelle une sorte de Hellscape, qui présumément sépare le monde réel et bien de l'Upside Down / Dimension X. Le Hellscape est composé de montagnes, de nuages et de foudre qui se balancent dans tous les sens. Et pendant sa chute, le bon petit Henry Creel est frappé par la foudre. Et cela encore et encore et encore. Chaque éclair le brûle, déchire sa peau, déforme son corps. Et on peut le dire, c'est littéralement le moment où son apparence humaine commence à fondre pour laisser ressortir les prémices de ce que deviendra, eh bien, Vecna. Quand il finit par atterrir, il se retrouve donc à nouveau dans la dimension X. Il ne se souvient toujours pas d'avoir déjà visité les lieux. Et pour lui, au final, c'est la découverte de ce monde, en passant par les Démogorgons et les fameuses particules sombres. Avec ses pouvoirs, il recompose la forme, eh bien, des particules sombres pour donner naissance à une créature géante arachnéenne avec une tête sans visage, le Mind Flayer tel qu'on connaît dans la série Stranger Things, forme qui fait a priori écho à sa passion pour les veuves noires. Et c'est là que Stranger Things laisse sous-entendre, eh bien, que le Mind Flayer est au final une création de Vecna. Mais leur relation est très compliquée, on n'est toujours pas sûr à 200% de qui contrôle qui. Donc il semblerait que certes, Vecna contrôle beaucoup de choses, mais il n'est peut-être pas le boss absolu de cet univers. En tout cas, à partir de là, appelons-le par son vrai prénom désormais, Vecna. Ce dernier commence à prendre le contrôle des créatures qui composent la dimension X, en insufflant les particules sombres qu'il a récupérées du Mind Flayer au sein de ces dites créatures. Démogorgons, Démobats, Démochiens, Liane, tout y passe. Et le 6 novembre 1983, Vecna, dans sa nouvelle forme, est enfin prêt à faire son grand retour. Quand la petite Eleven ouvre accidentellement une porte qui reconnecte le monde réel à l'Upside Down, suite à son contact avec le Démogorgon, Vecna voit une opportunité. Il envoie le Démogorgon pour aller capturer le petit Will Byers,
car il en a besoin pour son plan ultime. J'explique ça dans la suite de la vidéo, tu commences à connaître la chanson. Et à partir de là, les actions s'enchaînent pour Vecna. Le Mind Flayer, la possession de Will, l'attaque des Demodogs et les humains contrôlés par le Spider Monster, jusqu'à finalement que Vecna décide d'attaquer Hawkins en 1986 avec sa vraie forme et ouvrir des portails qui relient la ville d'Hawkins à l'Upside Down. Même s'il semble que pour mener à bien son plan final, ce ne soit pas du tout suffisant. Le premier Vecna. Mais avant de rentrer dans le détail de ce petit plan, de notre bon petit Vecna, parce qu'il y a quand même d'autres points très intéressants, on va s'intéresser, on va parler des Vecna, et j'ai bien dit des que tu n'as jamais vu à l'écran. Et je parle bien sûr des premiers Vecna, ceux que tu n'as jamais vus dans la série, et qui sortent tout droit de la tête des Duffer Brothers, les créateurs de la série Stranger Things, ainsi bien sûr que de l'imaginaire de l'artiste Michael Maher Jr. Pas sûr que je le prononce bien. Et ce que la série Stranger Things ne te dit pas, c'est que de base, numéro 1 était bel et bien prévu comme étant la personne qui était derrière toutes les créatures de Stranger Things. Et au départ, les frères Duffer, ils avaient même prévu de créer un autre méchant qui était plus proche physiquement d'autres monstres de l'univers du genre d'horreur, comme Freddy Krueger, Pennywise ou encore Pinhead. Au final, ils se sont dit pourquoi séparer One d'un côté et ce nouveau monstre, et pourquoi pas finalement les fusionner pour donner une seule entité. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit que One et Vecna allaient être la même personne. À partir de là, petit appel auprès de l'artiste Michael Maher Jr., le fameux concept artiste, et ils lui disent qu'en gros ils avaient une idée pour le grand méchant, donc en mélangeant les codes des univers d'Hellraiser et des Griffes de la Nuit, tout en restant cohérent avec le langage visuel de l'Upside Down et le délire de Donjons et Dragons pour donner naissance à cette nouvelle créature. Et c'est là que les versions cheloues de Vecna commencent à popper. Sur les premiers designs, tu le vois avec des proportions bizarres, un visage un petit peu trop allongé qui laisse penser à un Predator, même si moi je le vois pas trop là-dedans, mais bon, tu me diras si t'as un meilleur regard que moi. Ensuite, ils testent une version insectoïde, beaucoup plus grande, avec des bras et des jambes qui peuvent se séparer. Visuellement, c'est dégoûtant et peut-être même, on peut le dire, assez incroyable quand même. Sauf que c'est impossible à gérer en pratique via un tournage. Surtout si l'objectif derrière, c'est de garder un acteur réel dedans. Autre piste, un Vecna plus alien qui tend vers la création du Démogorgon. Et l'idée à ce moment-là, c'était que l'Upside Down l'aurait transformé progressivement en une créature plus proche des monstres qu'on connaît déjà, histoire qu'il soit vraiment un produit de ce monde-là. Et allez, je vous balance encore 2 autres concepts concernant Vecna, parce que c'est quand même assez fou. On avait un Vecna version vampire avec la peau très pâle, dont la chair devait commencer à pourrir parce qu'il avait passé beaucoup trop de temps dans l'Upside Down. Et Michael Maher Jr. imagine même que la peau qui tombait de son corps, Vecna, il aurait essayé de les pincer avec des sortes de plaques pour essayer de garder un semblant de corps humain. Dégoûtant. Et tu as aussi bien sûr un design que je trouve très cool là pour le coup, inspiré d'une créature préhistorique, le Dunkleosteus si je le prononce bien, avec ici un Vecna qui aurait été recouvert d'une sorte d'armure organique, composée donc de différentes plaques comme si Vecna était recouvert d'écailles fossilisées. Là encore, super concept, mais c'était trop éloigné de la vision qu'en avaient les frères Duffer. Mais bon, travail nécessaire pour trouver l'équilibre parfait entre le côté monstre de Vecna et le côté humain qu'on a aujourd'hui. Ce qui donnera au fur et à mesure de l'évolution de la création de Vecna, la naissance du Vecna tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avec en plus l'intervention de Barry Gower, le maître des prothèses qui a déjà travaillé sur Game of Thrones notamment ou encore la série Tchernobyl, et son équipe crée donc littéralement un vrai costume pour Vecna avec une main gauche et des doigts articulés mécaniques et des lianes donc incrustées directement dans la peau du personnage, enfin du perso, pas du vrai acteur. Puis il y a des effets spéciaux qui viennent compléter un peu le tout pour retirer le nez notamment de Vecna et rajouter d'autres lianes qui sortent de son dos du coup. Et rajouter donc d'autres lianes. Et puis pour la suite avec le Vecna 2.0, il y a eu plus de complications vu que son corps a totalement changé, il était beaucoup plus affaibli, il y a beaucoup plus de lianes, beaucoup plus de mouvements. Donc ils ont dû mettre beaucoup plus de CGI en place pour pouvoir créer les effets spéciaux qu'on connaît vis-à-vis de l'arrivée de Vecna dans l'épisode 4, The Sorcerer, de la saison 5 bien sûr. Les vraies origines de Vecna dans Donjons et Dragons. Et oui, parce qu'on peut pas zapper non plus les origines de Vecna dans le média qui l'a inspiré, de Donjons et Dragons. Parce qu'avant tout, Vecna, c'est surtout un nom qui vient de Donjons et Dragons parce que c'est un boss de ce jeu-là. Et au niveau de l'histoire, à la base, Vecna, c'est un humain. Un simple mage qui est certes obsédé par les pouvoirs sombres, la magie noire. Il apprend tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, et petit à petit, il devient un sorcier surpuissant. Mais ça ne lui suffit pas, il veut devenir un dieu. Et pour ce faire, il devient alors une toute autre créature, appelée un Lich, qu'on considère comme un monstre mort-vivant, qui garde sa conscience et sa magie, mais dont le corps se décompose lentement. Et c'est d'ailleurs exactement ce délire-là qu'on retrouve chez Henry Creel version Stranger Things. Un humain qui ne supporte plus les limites de sa condition, qui veut devenir plus qu'un homme pour les gouverner tous, et qui finit dans un corps monstrueux qui semble partir en lambeaux.
Et le détail le plus important, c'est qu'à un moment, il y a un lieutenant qui s'appelle Cass, qui décide de se retourner contre Vecna et de le trahir, et qui élimine donc Vecna. Et là, je pense que tu vois encore le parallèle, parce que dans Stranger Things, nous avons la relation Henry et Eleven, où Eleven décide de se retourner contre Henry parce qu'elle n'était pas d'accord avec ses méthodes. Et Eleven représente donc ici le bras droit Cass pour Vecna. Même si l'identité de Cass est encore énormément débattable, il y a d'autres personnages qu'on a en tête comme Will Byers ou encore Eddie Munson, même si ça paraît peu probable. Mais voilà, vous avez un petit peu l'idée globale de ce que représente Vecna dans Donjons et Dragons. Il se pourrait bien que derrière son apparence et ses pouvoirs, on puisse avoir les réponses concernant la fin de Stranger Things et l'avenir de Vecna. Les différents pouvoirs de Vecna expliqués. Parce qu'effectivement, ce n'est pas pour rien que Vecna est considéré comme le big boss de Stranger Things. Et ça, c'est à cause ou grâce à ses différents pouvoirs. Et on va les résumer rapidement et par catégorie pour que tu comprennes bien tout. Il a ce qu'on appelle la télékinésie, son pouvoir signature. Il contrôle la matière avec son esprit, fait léviter des victimes. Et une fois qu'elles sont en l'air, il leur casse les os, leur brise la mâchoire et j'en passe. Ce n'est donc pas juste un pouvoir offensif, c'est de la torture en direct. Ensuite, nous avons la télépathie et la projection mentale, où Vecna peut projeter sa conscience hors de son corps, ce qui lui permet d'ailleurs de se balader dans la tête des gens qui habitent à Hawkins, de fouiller leurs souvenirs, leurs émotions. Et quand il se connecte aux lianes de l'Upside Down, la puissance de cette projection devient encore plus tangible. Il y a aussi la manipulation mentale et les illusions. Car une fois dans la tête de ses victimes, Vecna ne se contente pas de regarder, il peut même modifier ce que tu perçois. Il te fait halluciner des lieux, des sons, des personnes mortes et il mélange tes souvenirs avec des visions inventées. Objectif, prendre tes plus grandes peurs, les retourner contre toi et te briser mentalement. Il a évidemment une forte résistance psychique. Et en gros, si tu as assez de pouvoirs mentaux ou de volonté ou que sais-je, ça te permet de prendre l'ascendant sur d'autres personnes qui ont les mêmes capacités que toi. Il semblerait aussi qu'il ait l'absorption psychique, qui, comme défini par Papa alias Dr Brenner, fait que lorsque Vecna tue quelqu'un, il absorbe la personne, ce qu'il est et ce qu'il est prêt à devenir dans le futur. Ce qui lui permet donc d'augmenter sa puissance d'une certaine manière a priori. Il peut aussi créer des portails, et cela entre Hawkins et l'Upside Down, ou du moins c'est ce qu'on a vu. Et pour ce faire, il a juste besoin de tuer des gens. Et cela arrive quand il arrive à créer une connexion psychique avec sa victime, et il utilise ensuite ses autres pouvoirs, pour créer suffisamment d'énergie pour ouvrir ces fameux portails. Il a bien sûr aussi sa connexion au Hive Mind, à la ruche, car effectivement, grâce au Mind Flayer et aux particules sombres qu'il a via cette créature, Vecna peut contrôler les démogorgons, les démobates, les lianes et j'en passe. Et donc si une de ces créatures repère quelqu'un ou si une personne marche sur l'une des lianes ou touche une de ces créatures, il sait directement qui s'est occupé de ça. Il a aussi des pouvoirs de régénération et d'évolution. En gros, il peut se soigner même s'il a reçu énormément de dégâts, même si ces dégâts ne disparaissent jamais vraiment. Il peut améliorer son corps en fonction des besoins, comme il l'a montré en passant de Vecna 1.0 à la version 2.0. On y vient après. Et puis, bien sûr, nouvelle capacité, sa possibilité d'attaquer à distance avec son bras gauche qui a eu plus de lianes et qui peuvent donc s'étendre beaucoup plus loin pour pouvoir transpercer physiquement ses adversaires. Les différentes formes de Vecna expliquées. Maintenant qu'on a les pouvoirs, on va faire un petit tour rapide sur les différentes formes de Vecna au cours du temps. On commence avec sa forme humaine banale, celle qu'on va appeler Henry Krill tout simplement, où là il n'a aucune déformation et on peut juste ajouter le tatouage de Wan qui lui sera mis un peu plus tard. Il a sa forme pré-Vecna foudroyée qui est apparue lorsque Eleven l'a balancé dans l'interdimension entre la dimension X et le monde réel, là où il se fait totalement frapper par la foudre et au final ça lui laisse avec un visage totalement brûlé, de la peau en lambeaux et des yeux qui deviennent progressivement laiteux et brumeux, sans compter la perte de ses cheveux qui ont aussi cramé. Nous avons ce que nous allons appeler la forme Vecna 1.0 qui, après avoir passé plusieurs années au sein de la dimension X, ou si tu préfères l'appeler l'Upside Down, a développé de nouvelles capacités physiques ou du moins de nouvelles caractéristiques physiques. Son corps s'est fusionné d'une certaine manière avec les racines et les lianes de l'Upside Down. Son nez disparaît, sa peau devient bien différente avec des lianes partout. Sa main gauche s'est allongée pour donner naissance à une énorme griffe. Bien qu'il lui reste une petite zone de peau au niveau du ventre, histoire de rappeler qu'il est humain et montrer qu'il n'a pas trop d'abdos à ce moment-là. Et puis bien sûr, la forme finale qu'on connaît, la forme de Vecna 2.0, qu'il a été obligé de mettre en place suite au tarif qu'il s'est pris de la part de Steve, Robin et bien sûr Nancy. Vu que Vecna s'est fait cramer, il a pris des coups de fusil à pompe et a même été défenestré, donc il a fallu que son corps s'adapte et devienne plus résistant. Et la version donc 2.0 qu'on retrouve est ici plus puissante mais aussi beaucoup plus abîmée. Une bonne partie de sa chair a été brûlée, ses bras ressemblent presque à des os qui sont à vif, il y a une sorte de cage thoracique qui ressort comme si c'était un squelette à ciel ouvert,
Et surtout, il a beaucoup plus de lianes qui sont présentes, comme si elles avaient pour but de remplacer la masse qu'il a perdue. Mais du coup, avec tous ces petits changements, ses pouvoirs, etc., on va voir comment, on peut le tuer, ce que son plan final implique vraiment concernant la fin de Stranger Things, et s'il reste encore un espoir de rédemption pour Vecna. Comment tuer Vecna ? Bon, parlons donc concret, parce que comment tu tues un monstre comme Vecna ? Parce que oui, même si Vecna fait très dieu intouchable, il a quand même énormément de faiblesses. On commence avec le dispositif appelé Soteria, qui représente une sorte de bouton off au pouvoir d'Henry Krill. Il a déjà eu Soteria dans son cou, donc si a priori il trouve un moyen de l'implanter en lui à nouveau, on peut peut-être enlever tous ses pouvoirs et l'immobiliser. Il y a aussi l'épuisement, parce qu'on le rappelle, Henry a quand même atteint sa limite quand il était petit lorsqu'il a essayé de tuer toute sa famille. À cause de ça, il a même fini dans un mini-coma. Donc on peut se dire que si on le pousse à utiliser toutes ses capacités encore et encore, ça va peut-être suffisamment le fatiguer pour que le gars tombe dans le coma également. Mais là, faut y aller quand même. La volonté, si on peut appeler ça comme un point faible, dans le sens où si on tombe sur deux personnages qui ont une forte puissance psychique à l'image d'Eleven, 8, Will ou bien entendu Vecna, mais il faut que ces derniers puissent le dominer psychiquement pour pouvoir l'anéantir. Et si les trois s'allient contre lui, ils auront peut-être une chance. Il y a aussi le moment où sa méditation est ailleurs et en dehors de son corps. Il essaye de tuer des gens notamment ou de s'insérer dans les esprits de ses victimes. Et bien là, son corps, il est sans défense et là, tu peux en profiter pour l'attaquer. Et puis bien sûr, le Hive Mind ou la ruche, si tu préfères, qui représente un gros avantage pour Vecna, mais aussi un gros point faible, étant donné que tous les esprits sont connectés par les particules sombres. C'est-à-dire que si tu commences à brûler un démogorgon, une liane, un démopathe ou que sais-je, Vecna est censé souffrir également. Donc si tu arrives à coordonner tes attaques sur plusieurs points de l'Upside Down, peut-être que tu peux vraiment bien affaiblir Vecna, voire le tuer. Donc voilà un peu tout ce que tu peux faire et combiner un peu ces différentes stratégies pour pouvoir l'éliminer. Finalement, le petit Vecna. Pourquoi Vecna a kidnappé Will ? Mais donc pour pouvoir tuer Vecna, faut aussi comprendre comment il fonctionne, quel est son plan. Et une des réponses à cette question nécessite de se pencher sur le kidnapping de Will Byers. Alors, la série a tenté d'éclaircir un petit peu ce mystère lors de la saison 5 partie 1, mais on n'a pas toutes les réponses. Pourquoi Will Byers s'est fait kidnapper ? Car effectivement, ce dernier a disparu le 6 novembre 1983, chopé par un démogorgon contrôlé par Vecna. Ça donc on le sait, mais dans la saison 5, Vecna il lâche un autre indice. Il dit que Will c'était un test, un essai, et que si l'expérience marchait, ça pouvait lui permettre de faire de grandes choses derrière. Mais sauf qu'en disant ça, il sous-entend qu'il veut faire de grandes choses avec Will, pas juste en l'utilisant comme un cobaye jetable. Et effectivement, il dit ça au moment où il l'implante avec la liane qui lui donne directement les particules sombres et qui permettent donc d'infecter Will pour la première fois. Et normalement, en tant que spectateur, t'as dû te dire qu'en fait, Vecna, il a pas choisi Will au hasard, dans tous les cas. Parce que déjà, et j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais là je rajoute d'autres éléments, Will et Vecna, ils ont beaucoup de points communs. Ils ont tous les deux été rejetés quand ils étaient petits, ils sont tous les deux ultra sensibles, passionnés par le dessin, ils ont l'impression de ne pas être totalement à leur place au sein de ce monde. En gros, Vecna, il a trouvé une version de lui, mais à une autre époque. Et on a vraiment l'impression que Vecna, depuis qu'on le connaît, il cherche des personnes, des êtres qui sont comme lui quand il était petit. Ça a été le cas avec Eleven qu'il a tenté de recruter de manière sympathique et douce, et là c'est le cas également avec Will, sauf qu'ici il a pas fait la même erreur, il a pas essayé de le convaincre, il l'a totalement kidnappé. Et donc vu la capacité de Vecna de lire les esprits, on peut se dire que le 6 novembre 1983, lorsqu'il est tombé sur l'esprit de Will Byers, il s'est retrouvé totalement en lui. Il a dû également capter que ce gamin n'était pas comme les autres et qu'il avait le potentiel pour devenir quelque chose d'extrêmement important pour lui. Car effectivement, Will, pour Vecna, c'est son futur bras droit, son arme ultime et potentiellement son remplaçant. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ou tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais le corps de Vecna, il est vraiment en miettes là. Avec les années qu'il a passé coincé dans l'Upside Down, la foudre qui s'est pris dans la tronche, le fait qu'il ait été brûlé par Steve et j'en passe. Enfin, le gars, il a quand même perdu son nez également, quoi. Puis bien sûr, il a pris bon nombre de balles et de fusils qui l'ont même défenestré de son ancienne maison dans l'Upside Down. Et même s'il revient dans la saison 5 avec un corps amélioré, une armée de démogorgons et plein de lianes sur lui pour montrer que c'est toujours le boss, moi je suis d'avis que son enveloppe charnelle, elle va pas tenir très longtemps encore. Donc son plan qui remonte quand même, ça nécessitait donc de choper un gars comme Will, parce qu'il faut à tout prix qu'il se trouve un nouvel hôte, un nouveau corps, et cette personne, c'est Will Byers. Parce qu'effectivement, le petit père, il est pas lambda du tout là. Et Vecna, lui, il a besoin d'une version ultime de Will, capable donc de contrôler la Hive Mind, de ressentir toutes les créatures qui sont présentes, donc démogorgons et j'en passe, connectées par les particules sombres, et qu'en plus qu'il ait des capacités psychiques et des pouvoirs qui puissent rivaliser avec ceux de Vecna. Et c'est pour ça justement que dans la saison 5 épisode 4, les démogorgons qui sont envoyés pour attaquer Mike, Lucas et Robin, ils ne l'attaquent pas notre bon petit Will. C'est parce que Vecna voulait provoquer l'éveil des pouvoirs de Will. Et on peut le dire, là potentiellement,
le corps de Will est presque enfin prêt. Et on a déjà des scènes qui nous teasent une prise de possession totale sur Will Byers, avec la scène où on le voit crier dans le trailer « Run », ou encore celle où il est bloqué par les lianes et bien de l'Upside Down, ainsi que la main de notre bon petit Vecna. Et tout ça ressemble énormément donc à la phase où le Mind Flayer tentait de contrôler totalement notre petit Will Byers dans la saison 2, et ça ferait totalement écho à ces deux moments-là. Donc oui, le plan de Vecna concernant Will, ça a toujours été d'en faire, le nouveau Vecna finalement. Ça de me dire en commentaire si tu penses que Vecna va aller jusque-là dans la série, ou si Will va continuer de briser cette emprise qu'a le Hive Mind, et bien sûr lui. Vecna a un dragon dans l'Upside Down. Deuxième mystère, c'est quoi ce monstre gigantesque qu'on nous tease depuis Stranger Things saison 4? Et là, souviens-toi, quand Vecna rentre dans la tête de Nancy pour lui montrer tout son passé, comme quoi c'était Henry Creel, il est devenu One et enfin il est devenu Vecna. Après lui avoir montré tout ça, il lui dit maintenant, je vais te montrer le futur. Et là, Nancy, elle voit une Hawkins déchirée par les portails qui s'ouvrent, comme ce qu'on a vu dans la saison 4, sa famille qui se fait tuer et qu'on peut interpréter comme un massacre, une armée de créatures qui déferlent dans le monde réel, ainsi qu'un monstre avec une bouche géante. C'est tellement choquant que Nancy se met à hurler et que la connexion s'arrête là. Et maintenant, t'ajoutes à ça un petit détail qui est en mode « je suis en train de te montrer ce qui va se passer dans la saison 5 » sans vraiment te le dire. Le dessin que Will montre à Mike avec les 3 dragons, ou du moins le dragon à 3 têtes qui affronte Will, Mike, Dustin et Lucas en mode chevalier, et normalement avec tous ces petits indicateurs de dragon entre guillemets, parce qu'effectivement la bouche béante n'a jamais été montrée comme un dragon, on peut se dire qu'il y a peut-être un lien là. Parce que bon, Stranger Things est construite en mode je m'inspire énormément de Donjons et Dragons, on a Vecna, le Mind Flayer et le Démogorgon, toutes des créatures qui viennent, tu l'as compris, bien de Donjons et Dragons. Et donc il serait pas étonnant qu'il y ait un dragon qui vienne de Donjons et Dragons effectivement, qui puisse avoir son petit rôle. Et il y en a un dans D&D qui s'appelle Tiamat, c'est une déesse du mal qui corrompt les esprits et qui est une créature qui est liée à la corruption du monde. Et donc on est peut-être face à une nouvelle créature qu'on n'a jamais vue, qui sortirait d'un œuf, un autre mystère, de Stranger Things. Et j'en parle dans une autre vidéo dédiée au Démogorgon, que je te mettrai peut-être à la fin de la vidéo en lien partagé, mais bref. Ou tout simplement peut-être que c'est le Mind Flayer qui va prendre cette apparence-là, vu qu'il peut changer totalement son apparence, et Vecna peut se dire « je vais faire une forme de dragon » ou que sais-je, et que la bouche géante qu'a vu notre petite Nancy, c'était les particules sombres qui s'ouvraient pour donner une gueule finalement à ce monstre-là. Parce qu'on le rappelle, Nancy n'a jamais vu le Mind Flayer. Elle n'est donc pas capable de l'identifier. Ou encore ce qui pourrait être totalement ouf, là je pars un peu dans mon délire, c'est que Will décide d'utiliser ses pouvoirs de contrôle du Hive Mind pour changer la forme du Mind Flayer qu'il arriverait à contrôler et de lui donner une forme de dragon en hommage à son dessin et en hommage au fait que, vu que c'est un sorcier, il peut contrôler des créatures magiques. Donc ce serait super cool. Dis-moi ce que tu penses de cette théorie dans les commentaires. Et effectivement, peut-être qu'avec un dragon d'une telle puissance, ils vont pouvoir arrêter le plan final de Vecna. Mais c'est quoi le plan final de Vecna? Le plan final de Vecna, enfin expliqué. Parce qu'effectivement, depuis le début, Vecna nous dit qu'il veut remodeler le monde. Dans sa tête, le monde, il est illogique, mal foutu, les humains sont des parasites qui ont une vie vaine, la société est une blague et la nature est totalement déséquilibrée. Et donc son objectif, c'est, je pense que tu l'as compris, de tout raser et de remodeler le monde à son image. Avec lui en tête, en mode « je suis le prédateur ultime de cet univers-là ». Mais ça veut dire quoi littéralement de remodeler le monde? Parce que c'est un peu une idée floue quand même ce délire de reconstruction du monde, comment il va faire pour raser le monde effectivement. Et je vais répondre à ça, mais avant, faut que je t'explique quels sont les outils dont il a besoin pour y arriver. Déjà, il a besoin des 12 enfants qu'il kidnappe en 1987 en revenant en force à Hawkins, le petit Vecna. Et ces gamins sont l'outil parfait parce qu'ils sont faibles d'esprit et faibles de corps. Donc ils sont facilement manipulables et malléables. Et donc son but, c'est d'en faire des vaisseaux psychiques, des réceptacles aux particules sombres pour en faire quelque chose de bien plus grand. On sait qu'il a besoin de 12 enfants, 12 gosses emmenés dans le nouveau QG de Vecna, attachés à des piliers, avec des lianes de l'Upside Down qui leur rentrent directement dans la bouche et qui doivent leur insuffler des particules sombres. C'est Will qui le voit grâce à ses visions d'ailleurs. Donc là on peut quand même comprendre que ces enfants vont servir de batterie et vont créer une certaine énergie nécessaire pour Vecna. Et pour le coup on peut quand même remercier Will parce que c'est grâce à lui que Vecna a pu se dire que les enfants c'était vachement exploitable quoi. Bien joué Will. Et puis Vecna s'est quand même confronté à un mur lors de la saison 4 de Stranger Things. Parce qu'on peut se dire que oui, il a réussi à atteindre son objectif en tuant Chrissy, Fred, Patrick et Max, ce qui lui a permis d'ouvrir les portails au sein d'Hawkins, et donc de fragiliser les barrières qui existent entre l'Upside Down et le monde réel.
Mais ça, c'était toujours pas suffisant pour Vecna. Parce que là, il peut faire passer quelques démobats, quelques démogorgons, mais lui, il a toute une armée à faire rentrer. Et surtout le Mind Flayer dans sa forme la plus massive, qui sera potentiellement une forme de dragon. Donc pour ça, il faut qu'il crée des portails beaucoup plus importants, une sorte de pont entre les dimensions, comme le pont d'Einstein-Rosen. Comme l'avait expliqué le GOAT qui est Mr. Clark dans son caméo dans Stranger Things saison 5. Et le pont d'Einstein-Rosen, c'est ce qui permet de connecter deux points différents dans l'espace-temps, si j'ai bien compris. Et en plus de ça, quand tu regardes le dessin de Will Byers, ce qu'il fait dans la ferme ou dans la grange, que sais-je, dessin qui représente l'endroit où sont enfermés tous les enfants et ce que représente ce QG, eh bien on peut voir ce qui semble être le fameux pont d'Einstein-Rosen, ainsi que la forme du Mind Flayer. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Donc ouais, il est fort probable que ce pont se mette en place dans l'épisode 7 de la saison 5 de Stranger Things, qui s'appelle The Bridge, qu'on peut traduire par le pont. Et donc là, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que l'Upside Down se retrouve mélangé avec le Right Side Up, c'est-à-dire le monde réel. Ce sera le caca. Parce qu'effectivement, une fois cet énorme pont beaucoup plus grand que le portail qu'on a eu, eh bien, dans la saison 4 de Stranger Things sera ouvert. Ça voudra dire que Vecna pourra enfin faire passer toutes ses armées, boostées aux particules sombres. Puis les particules du Mind Flayer vont s'insuffler dans toutes les personnes possibles et imaginables, contrôlant alors la faune, la flore, les humains et que sais-je, s'étendant encore et encore, jusqu'à donner naissance donc à un monde totalement différent, un nouvel Upside Down. Mais dans le monde réel. Et Vecna, sans compter le Mind Flayer, pourra régner en tant que prédateur suprême. Mais est-ce que Vecna va véritablement arriver à ses fins et ne pas finalement changer de camp? La fin de Vecna est le retour du vrai Henry Creel. Parce qu'effectivement, on est dans Stranger Things et à un moment ou à un autre, Vecna, il va devoir tomber parce que c'est le méchant. Soit il est arrêté, soit il meurt. Et vu la haine accumulée de tous les personnages de Stranger Things envers lui, on s'attend forcément à un combat final avec Eleven, Mike, 8 contre Vecna. Mais je ne pense pas que la série va se contenter d'un simple « on le défonce et c'est terminé ». Pour moi, il y a une autre voie. Donc une voie qui passe par Max Mayfield et Holly Wheeler, et surtout par le vrai Henry Creel. J'explique tout. Car on l'a vu, Henry Creel il a été brisé lors de sa première interaction au sein de la dimension X, de l'Upside Down et du Mind Flayer. Depuis ce moment, il est infecté par les particules sombres, il a des pouvoirs, enfin tu connais. C'est à ce moment-là qu'il y a une version sombre de lui qui émerge, le Vecna, si je peux l'appeler comme ça. On peut alors s'imaginer qu'à ce moment, eh bien, son esprit a été divisé en deux. D'un côté, le Henry Creel gentil, sympathique, timide et tout, et de l'autre, l'Henry Creel sombre, méchant et psychopathe. Et la théorie intéressante ici que je te présente parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est que le vrai Henry n'a jamais complètement disparu. Il aurait été enfermé dans son propre esprit, contrôlé par cette version sombre, et il se serait retrouvé alors obligé de regarder tout ce qu'on faisait avec son corps sans qu'il ne puisse rien faire. Ce qui veut dire qu'au fond de la tête de Vecna, il y a toujours un Henry Creel petit, jeune, timide, apeuré qui ne demande qu'à être libéré. Et où est-ce qu'il se cacherait symboliquement ce petit Henry Creel? Eh bien dans la grotte de la saison 5 de Stranger Things, dans laquelle on retrouve Max et dans laquelle elle s'est cachée pendant longtemps. Car effectivement, cette grotte représente la fameuse grotte par laquelle il s'est retrouvé téléporté dans l'Upside Down, le petit Henry Creel. Et cela donc pour la première fois lorsqu'il était beaucoup plus petit, qu'il n'habitait pas Hawkins. Car effectivement, cette grotte, ce n'est pas juste un décor, c'est la représentation mentale du traumatisme d'Henry, l'endroit où son esprit a été brisé à jamais. Et si Max Mayfield et Holly Wheeler continuent d'explorer cette petite grotte de l'esprit là, donc de l'esprit de Vecna, elles peuvent très bien tomber sur le Henry Creel anti-Vecna. Et si Vecna se retrouve confronté face à ce Henry, face à ce qu'il était censé devenir, face à la partie qu'il n'a jamais voulu de ça peut littéralement faire imploser la personnalité de Vecna. C'est là alors que Max et Holly peuvent pousser Henry Creel à se venger du Mind Flayer et donc à se retourner contre cette entité. Et l'ex-Vecna pourrait alors se sacrifier pour réparer les dégâts qu'il a commis au cours de toutes ces années, ce qui ferait alors ironiquement d'Henry Creel le dernier héros de Stranger Things. Donc imagine juste la scène, à la place de on défonce Vecna et le Mind Flayer, on leur met des coups de poing, eh bien on aurait un Henry Creel de l'intérieur qui fait imploser tout le contrôle qu'il y a sur les particules sombres. Il brise mentalement le Mind Flayer et l'assujettit vraiment cette fois-ci, ferme tous les portails, voire se sacrifie définitivement pour enfermer le Mind Flayer dans l'Upside Down. Et si on va dire qu'ils n'arrivent pas en fait tous à détruire le Mind Flayer, on peut se dire que pour se repentir et faire amende honorable, eh bien on aurait le petit Henry Creel qui resterait à tout jamais dans
l'Upside Down pour garder sous contrôle le Mind Flayer et l'empêcher d'ouvrir de nouveaux portails. Ce serait alors la punition de Vecna, Henry Krill et sa rédemption ultime. Même si j'avoue que la probabilité qu'il se fasse éliminer par Eleven, 8 et Will d'une manière un petit peu différente parce que 8 pourrait le trahir, ou encore le Mind Flayer pourrait avoir une stratégie totalement innovante. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était le dos du Ludoverse. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, partage, like et n'oublie pas le super boost pour aider la chaîne à tout exploser. Je te dis à la prochaine. Salut!